Tip top. Vous êtes prête? Prête. Parfait. Ou maintenant où je parle. Décidez. Je commence vite l'introduction. Vous êtes sur Unimix, la radio des Unimix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Unimix. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle parenthèse académique. Et cette fois-ci, on sort un peu des clous car on ne parlera ni de français ni d'anglais, mais on parlera de sociologie. À Unimix, on avait déjà eu l'occasion de parler de sociologie avec Daniel Burnier et Laura Dudler qui avaient rédigé et dessiné en fait cette bande dessinée qu'est Au secours, mon papa est sociologue, que vous pouvez retrouver sur notre SoundCloud. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laura Mellini, qui enseigne à l'Université de Fribourg. Laura, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous rejoindre dans nos studios et parler un peu de sociologie. Merci à vous pour l'invitation. Donc, vous enseignez à l'Université de Fribourg, mais j'ai toujours un peu de soucis avec les titres exacts. Donc, vous êtes maîtresse assistante, c'est bien juste? Tout à fait. D'accord, ok. Et donc, votre quotidien, c'est un peu de recherche et un peu d'enseignement, c'est ça? Exactement, oui. Ok, d'accord. Et vous êtes sociologue, donc. En fait, pour la plupart des gens, rien que prononcer le mot sociologie, c'est un peu, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Et donc, je l'avais vu en cours car j'étais avec vous à Introduction à la sociologie, et c'est un peu la question qui tue. Pour vous, qu'est-ce que la sociologie? Oui. Alors, moi, je commençais par dire que la sociologie est une science parce qu'elle produit des connaissances par le biais de procédés scientifiques qui mobilisent ces procédés des concepts, des méthodes, des théories, etc. Et puis aussi tout un ensemble de techniques d'enquête, par exemple. Et puis, c'est une science, mais c'est aussi une science sociale. Et en fait, l'objet de la sociologie est le social. Donc, entendu comme le rapport entre l'individu et la société. Et donc, la sociologie, elle s'intéresse aux relations entre individus, donc aux manières dont les individus interagissent. Elle s'intéresse aux groupes d'individus, aux collectivités, aux communautés, aux structures. Donc comment tout ceci se crée, se met en place et fonctionne au quotidien. Ok, d'accord, oui. Donc les relations entre les personnes et leur environnement, les structures, ce genre de choses. La sociologie, si je me rappelle bien, c'est encore une science un peu récente en quelque sorte. Ça avait débuté au 19e siècle avec Émile Durkheim. Tout à fait, c'est un des pères fondateurs, oui, de la sociologie. Et un de ses premiers ouvrages ou de ses premières recherches, c'était sur le suicide. Donc, on a aussi un peu cette idée que la sociologie se concentre toujours sur des problèmes, mais pas que, j'imagine. Ça peut être n'importe quel rapport entre deux personnes étudiées. Tout à fait. Elle s'intéresse aussi à des phénomènes qui ne sont pas problématiques en soi, je sais pas, comme la socialisation au sein de la famille, par exemple, ou, je sais pas, l'institution du mariage, etc., etc. La santé, par exemple, la maladie, bien sûr, mais voilà, la santé également. Et ce que vous évoquez peut-être de l'ouvrage de Durkheim, Le suicide, me paraît intéressant, je rebondis là-dessus, parce que c'est un ouvrage qui nous permet de montrer comment la sociologie pense un fait qui pourrait être à tort considéré comme éminemment individuel, le pense comme un fait social. Donc, même le suicide est abordé de manière à ce qu'on puisse mettre en évidence toutes les dimensions sociales, les facteurs sociaux qui l'influencent. Et c'est ce que Émile Durkheim avait fait en montrant le lien entre suicide, religion, suicide, mariage, etc. Alors ça me paraît aussi une particularité de la sociologie par rapport à d'autres sciences sociales comme la psychologie. Oui,
Oui, et je pense que justement, cette étude de ce genre de phénomène, on peut avoir tout d'abord beaucoup de préjugés. Et on se dit, oh ok, il s'est suicidé ou il a fait telle action pour telle raison. Mais en étudiant et en voyant les différents rapports, on comprend tout d'un coup qu'il y a peut-être d'autres raisons moins évidentes qui peuvent expliquer ces phénomènes. Des raisons qui relèvent pour un sociologue ou une sociologue davantage de dimension sociale. Donc, parce que tout comportement en société est influencé par les structures qui composent la société, par les institutions qui parfois peuvent être effectivement défaillantes. Et provoquer quelque part des comportements peut-être inattendus de la part d'une personne. Donc la sociologie, en tout cas pour moi, ça m'a été très utile et une très belle révélation en quelque sorte, parce que avant l'université, ce n'est pas du tout enseigné dans les cursus. En tout cas, en Valais, dans les autres cantons, je ne crois pas. Même en option complémentaire, donc voilà, les mercredis après-midi, un petit coup. Pourtant, je trouve que, en tout cas, pour mes travaux de français, ça a toujours été un beau petit plus pour justement aller par-delà les mots et expliquer la pensée humaine, en quelque sorte, l'intention des personnages. Et donc la sociologie, ça a aussi une utilité publique, en quelque sorte. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs un des côtés que je trouve les plus passionnants de la sociologie. C'est même une science qui a été définie par Pierre Bourdieu, qualifiée par Pierre Bourdieu comme une science qui dérange. Mais elle dérange parce que quelque part, elle met en lumière, ou elle peut mettre en lumière des facettes un peu cachées de la société, ou que certaines personnes ou certaines institutions aimeraient garder caché. Je pense notamment aux personnes au pouvoir qui tirent le pouvoir de par leur position à différents niveaux dans la société, en lien avec le genre, la race, la classe sociale notamment, etc. Et donc, parfois la sociologie, elle peut déranger parce qu'elle révèle des fonctionnements, ou plutôt des dysfonctionnements de la société, et qui peuvent mettre en cause certaines personnes ou certaines institutions, notamment sous la forme des privilèges que ces personnes ont par rapport à d'autres personnes qui, elles, ne les ont pas. Oui, cela permet de conscientiser certaines choses qui paraissent peut-être naturelles ou évidentes, mais qui ne le sont pas forcément. Pas pour dire que ce soit bien ou mal en soi, ce n'est pas des questions éthiques, mais c'est vraiment de la mise en lumière. Les gens ont décidé de faire ces actions dans ce genre de cas. Et donc, la sociologie, on a insisté dessus au début, est une science. Et on avait justement vu en cours qu'il y a eu un peu aussi, comme la psychologie, beaucoup de remises en question, en fait, pour voir ce qui fait vraiment sa scientificité. Qui, c'est sûr, ce n'est pas des mathématiques, de la chimie ou que sais-je encore. Quelles sont les méthodes que vous utilisez au quotidien, ou en tout cas dans vos recherches, pour faire en sorte que la sociologie soit reconnue comme une science à part entière? Tout à fait. Donc la sociologie tire sa scientificité des dispositifs, comme je disais, des procédés qu'elle met en place pour mener les enquêtes. Je pense notamment aux enquêtes empiriques. Mais ça peut être aussi des travaux théoriques. Donc il y a une manière scientifique de procéder, par exemple, tout simplement pour faire une revue de la littérature sur un sujet auquel on s'intéresse. Donc même de manière théorique, il y a des procédés scientifiques. Et sinon, si on s'engage dans une enquête empirique, effectivement, il y a des méthodes et des techniques que l'on peut mobiliser et qui diffèrent en fonction du sujet auquel on s'intéresse, aussi du fait que ce sujet a déjà été analysé par d'autres chercheurs et chercheuses précédemment ou pas, ou si c'est un sujet nouveau. Donc, pour aller un peu vite et pas faire un cours de méthodologie, c'est pas le propos de cette intervention, mais un sociologue peut mobiliser des méthodes qualitatives ou quantitatives.
Je vais peut-être, pour illustrer cela, prendre un exemple un peu tiré des sujets auxquels je m'intéresse. Comme ça, je l'applique directement. Avec grand plaisir. Et donc, justement, vos sujets que vous étudiez sont... Alors, moi, je suis depuis des années sur le sujet de santé sexuelle en priorité. Donc, c'est un sujet auquel je me suis intéressée déjà dans les années 90. Ça ne me rajeunit pas, mais voilà, ça montre un parcours. Parce que je m'étais intéressée à cela à une époque où on parlait beaucoup de sida. Je fais un peu un excursus donc là-dessus. On parlait beaucoup de sida et c'était une époque où les malades de sida donc décédaient assez rapidement et dans une déchéance physique forte, je vais dire, et surtout isolée. Donc, c'est comme si ces personnes étaient confrontées d'abord à une mort sociale avant d'arriver à la mort physique. Et puis, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup frappée comme j'étais étudiante à l'époque. Et dans le cadre du master, d'ailleurs, on devait mener une recherche-action. Et avec 3 autres collègues de l'époque, on avait décidé de s'engager dans une recherche-action qui visait à évaluer les premiers mois de vie d'une maison qui allait s'ouvrir à Fribourg pour accueillir les personnes malades en phase terminale de sida. D'accord, oui. Et puis, et juste oui. parce que pour rappel aussi, et si j'ai bien appris en quelque sorte, au tout départ, lorsque le sida est arrivé, on n'osait même pas toucher les personnes, on n'osait pas les approcher, c'était vraiment un bannissement total. Et je crois qu'il y avait une photo extrêmement connue de la princesse Diana, qui justement avait serré la main à quelqu'un. Et c'est pour montrer aussi un peu l'impact, l'ampleur que ça avait à cette époque-là. Tout à fait. Voilà, les gens avaient peur des personnes malades du sida, avaient peur d'être contaminées. Donc, comme vous dites, même les contacts sociaux étaient bannis avec ces personnes. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle les voisins de cette maison ont fait opposition à l'ouverture de cette maison d'accueil. Oui, carrément opposition. Et ce qui fait que finalement, on n'a jamais pu commencer notre recherche-action là-bas. Mais depuis ce moment-là, c'est un sujet qui m'a énormément intéressée, justement parce que je m'intéresse beaucoup au processus de stigmatisation et de discrimination. Et là, le sida, c'était vraiment une maladie exemplaire en ce sens, si j'ose le terme, puisque ces personnes étaient vraiment mises à l'écart de la société. Et d'ailleurs, lorsque je me souviens encore très bien, pour se préparer à faire cette recherche-action que finalement on n'a jamais fait, on avait visité des maisons qui étaient ouvertes ailleurs, comme à Bâle, Zurich, dans des villes plus grandes. Et j'étais vraiment très frappée par la solitude de ces personnes. C'était des personnes dont les corps étaient visiblement impactés par la maladie, mais c'est pas tant les corps qui m'avaient touchée, mais plutôt vraiment les regards vides de ces personnes, la solitude, l'isolement de ces personnes. Malgré le fait qu'ils étaient tous ensemble, en quelque sorte, dans la maison. Oui, mais c'était une sorte de ghetto. Voilà, donc ouais, c'était c'est pas par choix. Non, exactement. Ouais. C'était par contrainte, souvent parce que, oui, alors les dernières phases de vie demandaient beaucoup de soutien pour toutes les tâches de la vie quotidienne, y compris l'hygiène intime, se nourrir, etc. Mais aussi parce que souvent, ces personnes se faisaient mettre à la porte par les membres de leur famille. Donc, voilà pourquoi c'était des personnes vraiment très marquées par la solitude et le rejet. Et à partir de là, voilà, je me suis vraiment intéressée à ce sujet et un peu à d'autres sujets en lien avec, toujours dans la thématique de la santé sexuelle. D'abord en population générale, donc les différentes infections sexuellement transmissibles que l'on peut contracter. Donc, toute personne peut contracter, et après aussi par rapport à des populations un peu plus spécifiques, comme celles issues de la migration, qui sont, elles, confrontées à d'autres défis que
la population plus générale, on va dire. Oui, oui. Ça me revient un peu en tête un terme mais qui m'échappe là tout de suite. C'était dans la dernière partie du cours. C'est lorsque certaines personnes ont justement plusieurs choses qui se croisent en même temps. Oui, l'intersectionnalité. Intersectionnalité, oui. Tout à fait. Et donc justement, ce sont des personnes qui sont étrangères au pays, qui ne parlent peut-être déjà pas la langue, et qui sont peut-être dans d'autres minorités et qui en plus ont encore ça, donc ce qui fait que le problème est extrêmement corsé, j'imagine. Oui, tout à fait. Ce qui nous renvoie un peu aux inégalités sociales. Dans le cas précis, ce sont des inégalités sociales de santé qui font que certaines personnes, en fonction de leur position sociale, de leurs caractéristiques, ont moins facilement accès à la santé. Et alors là, voilà une étude à laquelle j'ai participé dernièrement, donc financée par l'Office fédéral de la santé publique, portait justement sur les personnes migrantes en situation de vulnérabilité par rapport à ces infections sexuellement transmissibles. Et effectivement, ces personnes, de par le fait que peut-être elles ne maîtrisent pas les langues locales, de par le fait qu'elles n'ont pas un statut juridique stable en Suisse, donc elles sont peut-être avec un permis précaire, voire sans permis du tout, sont plus réticentes à consulter, à fréquenter des centres de santé parce qu'elles craignent d'être, si elles séjournent de manière irrégulière en Suisse, donc elles sont sans papier, elles craignent d'être expulsées de la Suisse, ou bien d'autres populations parce que peut-être, je sais pas, on avait des personnes qui exerçaient le travail du sexe et qui se sentaient moins à l'aise de fréquenter certaines structures de santé pour la population en général, par crainte d'être stigmatisées du fait de leur travail. Voilà. Et justement, dans le cas des personnes qui n'ont peut-être pas forcément une situation régulière, est-ce que c'est une crainte fondée que si justement ils consultent, tout d'un coup, ils se fassent un peu choper? Alors, elle est infondée dans le sens qu'un médecin ne pourra jamais dénoncer une personne aux autorités. Mais encore faut-il le savoir. Vous voyez, donc lorsqu'on arrive et que déjà on sait qu'on ne remplit pas toutes les cases, qu'on n'est pas en règle de ce point de vue-là, c'est plus difficile, c'est compliqué de trouver les bonnes informations et tout. C'est comme évidemment en Suisse, il y a beaucoup de soutien pour les personnes, par exemple, dites sans papier, en termes d'accès à la santé. Mais encore faut-il savoir qu'il existe des subsides pour contracter une assurance médicale. On sait en Suisse, l'assurance médicale est obligatoire pour toute personne qui réside en Suisse, donc y compris les personnes qui résident de manière irrégulière. Mais voilà, encore faut-il avoir les ressources économiques pour payer cette assurance maladie qui est de plus en plus chère, ou savoir qu'il existe des subventions et qu'on a droit à ces subventions. Oui, et encore une fois, après, c'est de la paperasse, c'est peut-être des murs, ou alors il faut s'adresser aux bonnes personnes. Tout à fait. Et donc, justement, en tant que sociologue, oui, durant les recherches, il y a beaucoup de constats sur les mécanismes et les relations, mais est-ce aussi un peu le rôle du sociologue de proposer des solutions, ou c'est simplement constater ce qui ne va pas ou ce qui pourrait être amélioré? Alors là, je vais vous donner mon point de vue, puisque les points de vue vont diverger d'un sociologue et d'une sociologue à l'autre. Alors moi, je suis persuadée qu'un sociologue, une sociologue doit être engagé, que la sociologie est une science engagée. Et donc, mais parce que moi-même, je viens aussi du travail social, donc j'avais choisi comme branche principale le travail social et comme branche secondaire la sociologie. Donc, je viens de l'action, de l'intervention. Moi, je disais toujours en famille, à mes amis, je veux faire du social. J'étais dans le faire et pas dans l'étudier. Mais très vite, j'ai compris que c'était pas très efficace de faire du social sans le comprendre. Et donc, j'ai vite compris l'intérêt d'étudier la sociologie. Et donc, voilà, de mon point de vue, un sociologue ou une sociologue doit être engagé. Et moi, chaque fois que je me lance dans une nouvelle enquête, je le fais aussi avec cette idée de
de contribuer à réduire les inégalités sociales liées aux différentes caractéristiques des personnes ou à leur positionnement, comme j'évoquais avant, le genre, la race, la classe, l'âge aussi, etc. Et donc, j'aime beaucoup, beaucoup les enquêtes orientées vers la pratique. On les appelle comme ça, il y a différentes terminologies, les recherches-interventions, les recherches-actions, où on travaille en étroite collaboration avec ce qu'on appelle les personnes du terrain. Donc, les personnes qui sont au quotidien avec les personnes concernées par l'enquête, qui travaillent avec ces personnes au quotidien. Et donc, pour moi, c'est très, très important de ne pas seulement produire des enquêtes menées par des sociologues qui ont une position distante par rapport aux préoccupations des personnes directement concernées et de celles qui travaillent avec. Oui, les personnes du terrain auraient aussi peut-être déjà en quelque sorte une certaine intuition des problèmes auxquels ils sont confrontés. Tout à fait. Plus qu'une intuition, c'est vraiment une véritable compréhension. Parce que si on fait une recherche participative, on part du principe que tout le monde est expert, mais qu'il y a des formes différentes d'expertise. Alors nous, en tant que sociologues, on peut amener notre expertise, qui est une expertise théorique, parce qu'on a lu beaucoup de littérature sur le sujet, une expertise méthodologique, etc. Mais une personne qui travaille avec arrive en situation d'enquête participative avec son expertise professionnelle. Mais même les personnes concernées par le sujet, par exemple, là, avec l'enquête que je viens de mentionner concernant les personnes migrantes en situation de vulnérabilité aux IST, voilà, même ces personnes-là ont une expérience. Et nous, on invite toujours des personnes concernées à participer à notre enquête dans le cadre d'un groupe de partenaires. Et c'est une expérience, c'est une expertise par expérience. Donc, c'est parce qu'elles vivent, elles sont confrontées à ces situations qu'elles acquièrent une expérience et puis une expertise également. D'accord. Et donc, justement, ça touche un peu à vos recherches que vous faites actuellement. Est-ce que vous pourriez me repréciser un peu tout ça? C'est le groupe Grémis, oui, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Le groupe Grémis, donc le groupe de recherche sur la migration, santé et sexualité. Et là, l'enquête en cours actuellement, donc on l'a commencé il y a environ une année, c'est une enquête de 4 ans financée par le Fonds national suisse qui s'appelle InMind. Et c'est une recherche qui vise à comprendre vraiment les expériences de discrimination telles qu'elles sont vécues par les personnes qui ont une expérience migratoire, donc un background migratoire, parce qu'elles ont migré en Suisse ou parce que leurs parents ont migré, donc une expérience directe ou indirecte, et qui vivent des expériences de discrimination en lien avec leur genre, donc identité de genre. Je pense là aux personnes qui ont des identités trans, non-binaires, etc., en lien avec leur orientation sexuelle. Donc, ce sont des personnes qui ont des orientations sexuelles non hétéros, bisexuelles, homosexuelles, etc., pansexuelles, juste pour en mentionner quelques-unes, et également des discriminations en lien avec leur origine ethnique ou raciale. Voilà, ce sont ce type d'expériences qui nous intéressent dans cette enquête, et également les stratégies que ces personnes mettent en œuvre pour faire face à ces discriminations. Donc, ça peut être des personnes d'Europe, d'Afrique, d'Asie, n'importe quelle immigration tout à en fait, Suisse. Tout à fait. Et en fait, comment est-ce que vous trouvez les personnes qui... Enfin, parce que vous allez interviewer les personnes, vous faites des questionnaires, ou comment est-ce que ça se passe? Alors, justement, je n'ai pas encore parlé de la méthodologie. Du point de vue méthodologique, nous allons avoir des entretiens très approfondis avec ces personnes. On a déjà fait ce qu'on appelle la première vague d'entretiens, puisque c'est une enquête sur 4 ans qui vise à interviewer à 2-3 reprises les mêmes personnes pour essayer de comprendre, d'une part, l'évolution des identifications
parce que les identifications, surtout en termes de genre et orientation sexuelle, peuvent évoluer dans le temps et on vise à cerner cela, mais également l'évolution des discriminations dans le temps. Donc, nous avons une trentaine de personnes que nous avons déjà interviewées une première fois et que nous allons par la suite rencontrer encore 2 à 3 fois en fonction des résultats. Et puis, nous avons également prévu ce qu'on appelle des groupes de discussion, donc des entretiens collectifs avec plusieurs personnes, 6 à 8 personnes normalement, qui sont d'accord de se réunir et de parler de leur expérience. Voilà. Oui. Et par discrimination, alors, vous entendez tout type de discrimination, que ce soit physique, alors, psychique, c'est intéressant que vous posez cette question, effectivement, parce que nous ne partons pas d'une définition de discrimination. C'est pour ça que je parle d'expérience vécue. Pour nous, ce qui est important, c'est ce que les personnes perçoivent comme une discrimination. Et donc, si je parle, je peux parler brièvement des premiers résultats, c'est vraiment des résultats intermédiaires, donc à prendre avec ce statut-là de... Oui, il faut encore peut-être analyser, oui, tout à fait, l'analyse est en cours, etc. Mais c'est juste pour vous donner effectivement quelques exemples concrets de discrimination telles qu'elles sont perçues par les personnes que nous avons rencontrées. Alors, il peut y avoir effectivement des discriminations qui sont de l'ordre de la parole, donc des injures, des moqueries subies. Il peut y avoir des discriminations qui sont de l'ordre aussi visuel, un regard déplacé, un regard insistant, aussi peut-être des approches non souhaitées. Alors là, c'est dans le domaine de l'intimité avec les partenaires sexuels. Donc, des personnes qui se disent je suis réduit à un objet sexuel exotique en raison de la couleur de ma peau. Et là, on revient à cette idée d'intersectionnalité, du fait qu'il n'y a pas seulement une dimension qui entre en ligne de compte, mais plusieurs. Donc, peut-être, je ne sais pas, je peux prendre l'exemple d'une personne que nous avons rencontrée qui a fait une transition de genre. Donc, elle était assignée femme à la naissance et puis elle a fait une transition vers le genre masculin. Et puis, elle nous expliquait que, quelque part, je suis un peu considérée comme une expérience. Je n'ai jamais essayé avec un homme trans. En plus, c'est exotique, ça me tente. Vous voyez, donc, ce type de discrimination et que l'on peut subir, ou bien, voilà, des avances non souhaitées de la part de personnes qu'on peut rencontrer dans l'espace public, à une fête, etc. Et puis jusqu'aux exemples encore plus durs de discrimination vraiment physique. Donc, par exemple, j'ai en tête maintenant le témoignage d'une personne qui me disait que dès qu'il a commencé à parler avec son père de son orientation sexuelle, il a subi des violences physiques de la part de son père. Ou bien ça peut être aussi jusqu'à des violences sexuelles également, ou bien des interventions visant à corriger l'orientation sexuelle considérée comme non normale ou l'identité de genre considérée comme normale. Donc voilà. Comme un gaucher auquel on attache la main en arrière ou qu'on frappe jusqu'à ce qu'il écrive de la main droite. Tout à fait. Donc de les accompagner, d'obliger ces jeunes à aller régulièrement à la messe. On a eu même un cas d'une personne qui a parlé, 2 personnes même, qui ont parlé d'exorcisme, etc. Donc oui, vraiment des discriminations en ce sens d'actes de réparation, de tentatives d'actes de réparation et de changement de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Oui, je trouve très intéressant parce que justement, on est vraiment confronté à l'humain, en quelque sorte, à des douleurs profondes lorsque l'on étudie ce genre de choses. Et j'imagine, on est forcément... il y a forcément une part de subjectivité ensuite qui s'imprègne dans cette science. C'est pour ça que c'est aussi des fois compliqué de
bien faire comprendre que même s'il y a cette part de subjectivité, ça reste quand même des recherches qui ont été faites et qui démontrent certaines choses. Je me permets quand même une question comme ça, parce que je sais que des fois, on peut vite se fâcher, s'énerver, attribuer des fautes à d'autres personnes. Par exemple, si quelqu'un conduit trop lentement sur la route, voilà, qu'est-ce qui me fait chier, ce gars-là, ou je sais pas quoi, justement, avec les regards aussi, parce que vous dites, c'est surtout sur l'impression que les gens ont. Donc, comment est-ce qu'on traite en quelque sorte un peu ces faux positifs, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui avait juste regardé quelque chose au loin derrière, ou sans nier peut-être le ressenti de la personne, mais des fois c'est juste il y a une mécompréhension quelque part. Ben, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'expérience vécue, subjective. Donc, peu importe, j'ai envie de dire, si la personne, elle surinterprète ou si elle comprend mal. Ce qui nous importe de mettre en lumière, c'est son vécu, son ressenti. Parce qu'au final, c'est son ressenti qui, peut-être, aura un impact aussi sur sa santé, par exemple. Parce que la personne, de par les regards qu'elle saisit chez les autres, elle commencera peut-être à vivre mal ou de plus en plus mal son identité de genre. Et donc, à avoir aussi des problèmes de l'ordre de la santé. Vous voyez, donc, en ce sens, ce qui nous intéresse, en tout cas dans cette enquête, c'est vraiment de comprendre le ressenti, le vécu de ces personnes. Et c'est pris en compte et c'est mis en lumière justement, on se concentre sur cela, et puis voilà, D'accord, oui. Ouais. Et c'est sur 4 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, oui. Oui. Et donc, au final, tout prend un peu sens plutôt à la fin des projets, ou dès qu'on a fait déjà la première vague, on sent un peu où ça va se diriger? Alors, comme il s'agit d'une enquête participative et qui vise aussi à réfléchir à des mesures concrètes d'intervention et aussi de défense de ces personnes, j'ai envie de dire que tout se met en place assez rapidement, dans le sens que quelque part déjà les premiers résultats sont importants à discuter. D'ailleurs, on l'a fait avec le groupe de partenaires qui accompagne l'enquête. On a présenté les résultats, on les a discutés avec, et de là naissent déjà des idées concrètes peut-être de ce que l'on pourrait faire pour améliorer certains aspects de la vie de ces personnes. Donc voilà pourquoi on retrouve des retombées assez rapidement lorsqu'on travaille de cette manière-là participative. Il n'y a pas un temps de récolte des données, analyse des données, et au final, on sort avec les résultats après 4 ans, qui sont déjà des résultats quelque part datés. Non, là, on les réinjecte tout de suite, déjà dans le groupe de partenaires, qui d'ailleurs nous a encouragés à publier les résultats très rapidement, et peut-être sous des formes différentes auxquelles on a le plus d'habitude en tant que sociologue. Je pense là particulièrement aux publications dans des revues scientifiques, mais non, de les publier sous forme par exemple de petites capsules et vidéos aussi, par exemple, ou sous d'autres formats, des petits résumés dans un langage simplifié, plus accessible à tout public, etc. Oui, c'est vrai que pour la recherche, c'est très bénéfique. Parce que même lorsqu'on a juste l'article, enfin, je sais que la plupart des étudiants, en tout cas déjà, s'ils cherchent les articles, oups, je coupe au montage. non, mais voilà, on lit le résumé, l'intro, la conclusion. Si on a le temps, on jette aussi le corps du texte. Mais bon, c'est aussi pour gagner du temps et se concentrer aussi peut-être sur les textes essentiels. Mais ce genre de format permet aussi de comprendre plus rapidement ce genre de choses. Oui, je pense que aussi c'est d'un côté éthique, ce serait compliqué. Par exemple, vous avez une 30aine de personnes, donc d'avoir 15 personnes, on leur donne des conseils pour comment mieux aller, et les 15 autres, on regarde pendant 4 ans comment ils se débrouillent. Ouais, donc ce serait pas... oui, c'est important justement qu'il y ait ces sortes d'updates, de goals qui sont faits. Et donc,
normalement, académiquement parlant, même sur un projet de 4 ans, durant les 4 ans, il y a des publications qui sont faites, c'est ça? Oui, Ou... oui, Okay. tout à fait. Là, par exemple, on travaille déjà après une année à des publications du point de vue méthodologique. C'est aussi un aspect intéressant à prendre en considération lorsqu'on travaille sur des sujets sensibles comme celui-ci, de se poser toute une série de questions, donc d'avoir vraiment cette approche réflexive sur qu'est-ce que l'on fait, comment on le fait, pour quelles raisons, etc. Et donc là, par exemple, on prépare un article sur rien que les émotions qui se jouent dans le cadre de ce type d'enquête, que ce soit avant l'entretien, lorsqu'on appréhende peut-être l'entretien, en situation d'entretien, beaucoup. Après l'entretien, qu'est-ce que l'on fait de ces émotions, avec qui on les partage, etc. Et puis un autre article aussi, un peu plus sur le point de vue situé. Parce que chaque fois qu'une personne, elle vous parle de sa vie, de ses expériences vécues, elle le fait à partir de sa position, mais elle parle à une personne qui, elle aussi, a ses positions. Donc, elle parle à une femme, ou à une personne qui s'identifie comme femme, la quarantaine, classe sociale privilégiée, couleur de la peau blanche, etc., etc. Et donc, nous réfléchissons aussi à ce type de positionnement dans une publication à venir. Oui. Et puis aussi, il y a dans notre équipe des personnes qui font partie, par exemple, de la communauté LGBTQIA+, d'autres pas. Certaines personnes sont concernées directement par l'expérience migratoire, d'autres pas. Et donc, voilà, tout ceci fait que nous avons toutes et tous des points de vue différents avec lesquels nous intervenons dans l'enquête. Et en situation d'entretien elle-même, les personnes interviewées, elles s'adressent à des personnes ayant des caractéristiques et des positionnements différents. Donc, vous avez dit connaissances situées, c'est ça? Et ces 2 papiers, ils sont en train d'être écrits. Tout à fait. On y travaille. Mais bon, voilà. Avant d'arriver au produit final, qui est l'article publié, il y a plusieurs mois qui s'écoulent. Il y a toujours les pairs qui regardent. Exactement. Déjà, plusieurs couches d'écriture. Alors, c'est peut-être intéressant pour les étudiants qui nous écoutent là, parce qu'on a toujours l'impression que c'est facile d'écrire, ou bien au contraire, on se décourage lorsqu'on commence à écrire une phrase, puis qu'on l'efface, on écrit une deuxième, et puis qu'on l'efface, et puis au final, après 2 heures de travail, l'écran est toujours vide. J'ai envie de dire que ce n'est pas facile pour nous non plus, surtout parce que c'est ensuite évalué par des pairs. Donc, nous, on travaille vraiment par couche d'écriture. Ça veut dire qu'on commence par un premier draft, qu'on améliore, on y passe beaucoup de temps, et puis qu'on discute déjà entre collègues. On a cette chance aussi de pouvoir travailler en équipe, donc de bénéficier de regards différents en fonction un peu des formations différentes des uns et des autres, des points de vue différents aussi. Et ensuite, on soumet l'article lorsqu'on estime qu'il peut sortir en l'état. Et puis là, à ce stade, on reçoit encore des remarques, des propositions d'amélioration de l'article. Et souvent, ça prend plusieurs mois, puisque les revues scientifiques dépendent aussi de la disponibilité des scientifiques qui sont d'accord d'évaluer l'article. Et qui ont quand même une certaine expertise dans le domaine pour pouvoir les évaluer correctement. Dans le domaine, sur le sujet, ça fait beaucoup de contraintes, effectivement. Et justement aussi, pour vous qui êtes chercheur, au niveau suisse, ou en tout cas à Fribourg, à quel point est-ce qu'il y a de la pression pour que vous produisiez des recherches, ou vous produisiez quand vous avez, sans stress? Alors en fait, je dirais que c'est plutôt le poste que l'on occupe dans l'univers académique qui fait qu'on peut ressentir certaines pressions.
Ça dépend du stade auquel on en est dans sa carrière professionnelle et où on souhaite arriver aussi et garder ce statut, quoi. Oui, si on aimerait être tout au sommet de la hiérarchie, on publie des articles en veux-tu, en voilà. En tout cas, oui, c'est entendu des profs qui elles, publient régulièrement des articles scientifiques dans des revues, dans certains prestiges, etc. Donc, c'est plutôt ce type de pression que l'on a. Après, ça dépend des postes que l'on occupe. Personnellement, je n'ai pas un poste vraiment fixe. Et donc, ce qui fait que, pour répondre à votre question, si je ne soumets pas des projets et que je n'obtiens pas avec mes collègues le financement pour ces projets, mon poste de recherche, il n'est pas attribué. Oui. Il ne m'est pas attribué. Oui, ouais, d'accord, oui. Oui, donc il y a quand même une certaine pression, mais c'est pas non plus, voilà, chaque semaine. Il y a une certaine pression, voilà, ouais. en fonction de postes que l'on occupe, ou aussi de la précarité du poste que l'on occupe, mais qui a une pression d'un autre type. Et ça, ce serait toute une étude sociologique aussi à faire. Tout à fait, sur la précarisation des postes à l'université. Oui, parce que c'est justement la sociologie, c'est un peu un tout petit monde, parce que d'une fois qu'on a fait des études en sociologie, on fait prof en sociologie à l'université, ou qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité Bon, voilà, effectivement, un des premiers, on va dire, domaines dans lequel on atterrit est celui de l'université, le monde académique, de l'enseignement ou de la recherche. Mais après, il y a aussi beaucoup d'offices fédéraux aussi qui engagent des sociologues. Ça peut être, par exemple, l'Office fédéral de la statistique, mais ça peut être aussi, je l'ai évoqué avant, l'Office fédéral de la santé publique qui s'intéresse aux inégalités sociales de santé et donc qui engage également des sociologues à certains postes. Mais de manière encore plus large, ça peut être des organisations non gouvernementales, donc des ONG, qui, pour fonctionner, engagent des sociologues, par exemple, à des postes de coordination ou à des postes de gestion de projet, par exemple. Je pense qu'on sort quand même de cette formation avec tout un bagage d'outils très concrets pour analyser des situations, des problématiques, etc., qui peuvent être importantes dans plusieurs domaines professionnels. Oui, car c'est bien de prendre des mesures, mais c'est mieux de prendre des mesures efficaces qui résolvent le problème, oui. Et donc, en fait, vous nous l'avez expliqué un peu en début d'interview, comment vous êtes tombé, en quelque sorte, dans la sociologie. C'est surtout faire et justement trouver des actions qui puissent aider le monde. Et en fait, dans toutes vos recherches, est-ce qu'il y a un livre ou un ou une sociologue en particulier qui vous a marqué dans vos recherches et que vous conseilleriez la question n'est pas facile puisque j'ai l'embarras du choix. Alors là, en ce moment, j'aime beaucoup lire les écrits d'Isabelle Claire, qui est une sociologue française qui a fait un peu d'une investigation de long cours sur les sociabilités juvéniles et notamment toute la socialisation à l'amour, à la sexualité et dans différents contextes sociaux. Par exemple, elle avait commencé à rencontrer des jeunes dans les banlieues de Paris, donc classe sociale plutôt défavorisée, etc. Elle a commencé à produire un livre et puis des articles scientifiques là-dessus. Ensuite, elle est passée plutôt à explorer ce sujet en milieu rural et elle a récemment terminé en milieu plus bourgeois. De nouveau à Paris. Et donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment une enquête de long cours sur 10 ans qui essaie d'analyser qu'est-ce que l'amour et la sexualité chez les jeunes de différents milieux. Et c'est intéressant de constater un peu les comparaisons qu'elle fait d'un milieu à l'autre. Les jeunes, ça va jusque... Ou alors, je ne me rappelle pas exactement les âges, mais jeunes, majeurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, ça doit
Et très intéressant, justement, sur 10 ans et dans plusieurs milieux, de ensuite pouvoir faire les contrastes et Tout à fait, les comparaisons. Ce qui se rassemble. Ok, d'accord. Claire Isabelle Claire. Isabelle Claire. Ok, d'accord, ouais. Ah, bah, pas mal à regarder. Mais oui, aussi très intéressant, justement. Je pense à nouveau pour le français, lorsqu'on étudie des textes, c'est toujours des concepts que l'on peut en quelque sorte s'attribuer, en essayant d'éviter des anachronismes. Mais bon, après... Excellent, oui, d'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour présenter toutes ces recherches et votre parcours. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose avant la fin de cette interview? Non, pas forcément. J'aimerais juste vous remercier, vous, de m'avoir donné cette possibilité de présenter qu'est-ce que la sociologie et de présenter un peu mes travaux. Toujours un plaisir de recevoir des experts dans nos studios. Merci. Un petit dernier mot pour les étudiants en sociologie. Engagez-vous. Bien trouvé. Mais total, mais c'est vrai. Que ce soit, j'imagine, pour du bénévolat ou pour des tout. Oui, absolument. Moi, je me souviens lorsque j'étais étudiante, j'étais très, très engagée. Je participais aux manifestations. Je faisais du bénévolat et c'est d'ailleurs de là que mes passions sont nées. Donc, j'étais quelqu'un qui, aimait faire la fête. Mais, par exemple, les 31, les réveillons du 31 décembre, c'était tout le temps avec les personnes sans domicile fixe à Genève que je les passais. Donc, je faisais la fête par ailleurs. Mais là, c'était avec les sans domicile fixe. Ou bien, je me souviens, c'était l'époque encore plus tôt que l'époque SIDA dont j'ai parlé, l'époque du Place Spitz à Zurich. Donc, j'allais là-bas, je passais des journées auprès des personnes qui consommaient des drogues. Et ça m'a vraiment donné le goût de l'engagement. Mais ça peut être un engagement politique, ça peut être à d'autres niveaux. Je ne dis pas que tout le monde doit s'engager dans le social, mais c'est bien de s'engager. S'engager dans quelque chose, peu importe, mais ça donne un sens aussi à notre vie, d'être là pour les autres. Tout à fait. Et de ne pas, faire la fête, mais faire la fête avec les autres. Avec l'engagement. Exactement, ouais. En tout cas, merci Laura à vous. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour cette discussion. On se retrouve tout bientôt pour d'autres parenthèses académiques. Enfin, je l'espère. À tout bientôt. Très bonne soirée avec Unimix.